Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 10 de En zone neutre, la saison 2. Et comme vous pouvez voir, je reçois pour cet épisode Marie-Soleil Michon. Bonjour Marie-Soleil, comment ça va? Salut Simon, ça va très bien toi aussi? Ça va super bien. Marie-Soleil, tu es occupée à la télé, à la radio. On va en parler en détail pendant le podcast. On va parler un petit peu comment ça a commencé pour toi. Présentement, tu animes Ça vaut le coup depuis déjà 2014 Oui. sur Télé-Québec et tu es une des fantastiques de Véro à Rouge FM. Est-ce que tu as le temps de faire autre chose? Ben là, ces temps-ci, j'ai le temps de faire du ski. Je prends le temps de faire du ski alpin. C'est un sport que j'ai appris à adopter quand j'étais enfant, puis j'ai arrêté pendant une quinzaine d'années, tu sais, il y a un moment dans ma carrière, j'étais vraiment trop occupée. Puis j'ai repris en 2017, puis fait que je prends le temps maintenant de skier l'hiver. Fait que c'est à peu près ça puis m'occuper de mes neveux, ma nièce, les garder de temps en temps, essayer de les voir le plus souvent possible. Mais sinon, t'as pas mal résumé mon quotidien, là. Pourquoi je voulais t'avoir sur le show, Marie-Soleil? Je t'explique. Moi, tu me fascines. Tu es une communicatrice, premièrement. Bon, on te voit un petit peu partout, télé, radio. Je pense que tu respires la bonne humeur, peu importe quel projet dans lequel tu te retrouves. Et on s'est déjà rencontrés, toi et moi. C'était au Gala des Oliviers, alors que tu animais le gala, l'autre L'après. gala, l'après-gala, Oui, c'est ça. oui. Je Et recevais les on, gagnants après les Oliviers, oui. Exactement, et on a assisté à ça. Moi, je suis humoriste amateur, je fais de l'humour, j'anime mes propres soirées, puis tout ça ici, plus en Outaouais, mais un petit peu partout, Montréal, Québec. Et je t'ai rencontré à ce moment-là, et je me souviens qu'on t'a ajouté sur Facebook, moi et ma conjointe, ma blonde, et à chaque année, tu lui souhaites bonne fête. Et je ne sais pas si tu fais ça avec tout le monde, mais comment on dit ça, un service personnalisé, je dirais. Oui. Ben oui, c'est vrai que ça fait partie de ma routine du matin. Tu me demandes qu'est-ce que j'ai le temps de faire, là. Le matin, quand je me lève, une des premières choses que je fais là, pendant que mon café se prépare, je regarde les anniversaires du jour de mes amis Facebook. Puis je sais pas pourquoi, j'ai commencé à faire ça. Moi, j'ai adopté Facebook très tôt là, quand ça a commencé. Puis j'ai adopté, c'est une pratique que j'ai commencé vite, là, rapidement. Puis j'ai jamais lâché. T'es pas le premier qui m'en parle. Beaucoup de gens me parlent de cette petite attention-là qui est un détail. Tu sais, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, tu sais, de faire le tour. Il y a des journées plus occupées que d'autres. Ça me permet de faire un peu une étude sociologique parce que je vois qu'il y a des journées vraiment plus populaires que d'autres pour les anniversaires. Il y a eu des Mais oui, baby je boom me là, rappelle qu'on avait inexplicables. échangé un petit peu aussi il y a quelques années. Puis ben, j'apprécie ton invitation. Puis je suis très contente Ben, d'être là. écoute, on parle de toi. Bon, on va revenir à Ça vaut le coup, c'est sûr, parce que c'est une émission à succès depuis 2014. Donc, des émissions qui durent depuis 10 ans à la télé, il n'y en a pas des tonnes. Ça en fait partie. Mais j'ai été surpris d'apprendre puis je me souvenais de cette époque-là, mais tu as commencé à la télé comme chroniqueuse et recherchiste pour le Grand Blond avec un show sournois, donc le fameux show de Marc Labrèche. Est-ce que tu avais fait de la télé avant ça? Ben, en fait, j'ai commencé un petit peu avant. C'est vrai que j'ai travaillé au Grand Blond, puis c'est là que le grand public m'a connu, mais j'ai commencé un petit peu avant, à la fin du monde est à 7 heures, toujours avec Marc Labrèche, en 97, donc ça fait déjà 26 ans de ça. Puis même, tu sais, le début de ma carrière, je la place à l'été 2016, pas 2016, qu'est-ce que je dis là? Qu'est-ce que je veux dire? Comment ça fait longtemps, on vient mêler dans nos dates. À l'été 96, j'ai fait un stage à Musique Plus pour les 10 ans de la station. J'étais encore étudiante à l'université, mais c'était un stage rémunéré. Donc, je considère que c'est ma première job payée dans le milieu. Tu sais, j'allais fouiller dans les archives de Musique Plus, qui étaient des archives papier, évidemment, à l'époque, 1996. Ouais. Et j'avais travaillé un gros dossier avec deux collègues pour tout monter une programmation spéciale éventuellement pour les 10 ans de la station. Fait que ça, c'est mon premier engagement, là, ma première paye officielle du milieu. Après ça, ouais, j'ai travaillé rapidement avec Marc Labrèche. Ça a été une grande chance quand Marc a commencé à faire cette quotidienne qui était à TQS à l'époque, là, l'ancêtre de Nouveau et de V. Moi, j'étudiais pour devenir journaliste, là. Moi, je rêvais d'écrire, en fait. Je pensais même pas vraiment faire de la télé, Ah ouais, OK. honnêtement. Moi, de la télé, de la radio, c'était pas vraiment sur mon radar. Mon talent, puis je le dis bien humblement, mais c'est quelque chose qu'on m'a dit beaucoup, par exemple, à l'école secondaire. Tu sais, on commence à pousser des forces, peut-être, là, qu'on a, à mettre ça en valeur. Puis j'avais un certain talent, en tout cas, une facilité pour l'écriture. Puis je m'intéressais beaucoup à la politique à cette époque-là.
J'étais vraiment pas de mon âge, là, tu sais. Genre à 12 ans, je faisais des travaux d'école sur la côte du lac Meach, là, ça me passionnait, là, tu sais. Ça me passionne un petit peu moins aujourd'hui, mais ça pour te dire que je me destinais vraiment à une carrière de journaliste. Moi, je rêvais de couvrir la colline parlementaire à Québec, par exemple, tu sais, pour un journal comme La Presse. Mettons, ça aurait été ça ma job de rêve. Puis, il y a un prof d'université marquant que tout le monde connaît, Pierre Bourgault, qui était un grand communicateur que j'ai eu la chance d'avoir comme prof à l'UQAM, qui, lui, avait une amie productrice télé qui s'occupait un peu, en tout cas, qui se mêlait un peu du casting de La fin du monde est à 7 heures, qui était à cette époque-là une émission. Ben, c'est un peu l'ancêtre d'Infoman pour les gens qui n'ont pas connu La fin du monde est à 7 heures. C'était une revue de l'actualité, mais à tous les jours. Un petit peu comme un bulletin de nouvelles. Donc, il fallait vraiment produire, puis on était en direct. Hein, ça revenait vite, là. Et donc, il y avait besoin comme d'un pool de reporters. Et ce pool-là, au début, était très large. C'était un peu comme les Fantastiques, au fond, tu sais, une vingtaine de personnes qui font tour à tour des reportages. Et je me suis retrouvée en audition là. On m'a proposé de faire partie de cette équipe, ce qui était comme inouï. J'avais même pas comme fini mes études. Puis là, j'ai décidé d'embarquer dans le train de La fin du monde est à 7 heures, mais j'ai complété quand même mon bac, mais en allant plus ou moins à mes cours, en ayant des camarades de classe formidables qui m'ont prêté des notes de cours, puis j'allais faire juste comme mes examens et tout ça. J'ai réussi à avoir mon diplôme quand même, mais donc j'ai commencé à travailler rapidement à temps plein. Et il est arrivé une chose qui arrive très souvent à la télé, quand tu commences des saisons de télé, rapidement, tu t'aperçois que les besoins, tu sais, il y a plus d'ouvrages qu'on pense. Fait qu'à un moment donné, au mois d'octobre, je pense, ou même en septembre, très vite, là, il manquait une recherchiste. Il y en avait déjà une très bonne, puis elle a accepté de me prendre sous son aile. Moi, j'ai levé la main. Moi, ça m'intéresse de faire ça. Donc, je faisais comme à peu près un reportage à toutes les 2 semaines, en plus de ma job de recherchiste. J'ai appris, en fait, le métier de recherchiste télé à partir de là. Pendant 5 ans, je l'ai exercé en faisant des petites présences à la caméra à La fin du monde, au Grand Blond, bon, ce genre de choses-là. C'est comme ça que ça a démarré pour moi. Puis là, j'ai comme mis le pied dans la porte, tu sais, puis j'étais très ambitieuse, je voulais beaucoup. Puis, une fois que j'avais le pied dans la porte, là, je voulais plus m'en aller. Puis on avait évidemment un fun fou, tu t'en doutes bien. Fait que c'était une belle job avec du plaisir en plus. Là, je découvrais tout un autre univers qui m'a un peu révélé à moi-même aussi parce que je m'alignais pour faire quelque chose de très sérieux, mais j'ai toujours eu en dedans de moi un petit côté clown un peu quand même, tu sais. Souvent une image éculée, c'est l'image du mini-week, là, un côté givré puis un côté blé entier. J'ai toujours eu un peu ces deux côtés-là, puis on m'engage encore souvent. Tu vois ce que je fais aujourd'hui, tu sais, je fais Ça vaut le coup, qui est une émission sérieuse sur la consommation, un peu comme le Protégez-vous, là, le magazine. Puis en même temps, je fais Véronique et les Fantastiques. Puis tu sais, en tout cas, pour moi, ça marche. Tu sais, pour moi, c'est un équilibre. Fait que toute ma carrière a été un peu teintée de ces deux côtés-là. Puis quelque chose d'assez particulier, c'est que tu es une des, ben, peut-être pas des rares, mais tu as fait à peu près toutes les chaînes, là, tu sais, les chaînes francophones généralistes. Tu as été à TQS, puis ça, je ne savais pas, je ne me souvenais pas de ça, mais tu as fait Caféine à TQS, je ne savais même pas. J'ai fait un petit remplacement de 6 mois, mais oui. OK. Puis t'étais allé à TVA, c'est sûr, avec Marc Labrèche, à Radio-Canada, Télé-Québec, donc c'est plutôt rare de nos jours. Oublie Canal Vie. J'ai travaillé à Canal Vie, aux Copines d'abord. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je viens de dire Musique Plus, là, pas devant les caméras, mais quand même. Fait que oui, ça m'a fait faire pas mal le tour. À la radio, ben, j'ai commencé des petites apparitions à C'est quoi, mais vraiment mes premières, c'était C'est quoi. Ensuite, à Rythme FM, maintenant à Rouge. Puis j'ai même déjà remplacé Pierre Brassard à Ici Première, à son quiz. Fait que là aussi, j'ai pas mal loin. En 26 ans, je peux dire que je me suis promenée pas mal. Ben, c'est correct, ça veut dire que tu es versatile puis que bon, tu es un peu caméléon, puis c'est une belle qualité, je pense, de pouvoir. J'espère que c'est ça que ça veut dire, ou sinon je suis très instable, je sais pas. Non, mais j'ai travaillé longtemps. C'est vrai qu'à un moment donné, au milieu de ma carrière, je dirais, j'ai travaillé longtemps à Radio-Canada et là, je viens de me rappeler à RTV aussi, qui était comme une station sœur de Radio-Canada, une chaîne spécialisée de Radio-Canada. Mais oui, là où j'ai fait sans doute le plus d'émissions, c'est probablement Radio-Canada parce que j'ai fait des quotidiennes, tu sais. Quand tu fais des quotidiennes, les chiffres montent vite, là, tu sais. J'ai fait 600 épisodes juste de La Fosse aux Lionnes à Radio-Canada, tu sais. Puis tantôt, tu mentionnais l'après-gala des Oliviers, tu sais, à RTV. C'est eux autres vraiment qui m'ont donné ma première chance comme animatrice en solo.
Parce qu'à Radio-Canada, j'avais animé des émissions en groupe, comme La Fosse aux Lions, comme En attendant Ben Laden. Bon, j'avais participé au talk show de Véro Cloutier quand elle faisait un talk show à l'heure du souper. Fait que, tu sais, j'avais fait pas mal d'affaires à Radio-Canada, mais vraiment de dire, on te confie à toi les rênes d'une émission. Ça, c'est RTV qui a fait ça. Après La Fosse aux Lions, quand ils m'ont confié une émission qui s'appelait La Liste, que j'ai fait pendant 3 ans avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Mais tu vois, ils me faisaient déjà faire des petites émissions spéciales aussi. Là. Je faisais l'avant-gala des prix Gémeaux, j'adorais faire ça. L'après-Olivier, j'adorais ça aussi. Fait que c'était des espèces de petits talk shows. Ça m'a permis de faire comme des petits talk shows. Fait que ça m'a permis de goûter à ça. Puis, quand j'ai animé C'est juste de la TV, un peu plus tard, toujours à RTV, à la fin de la saison, il y avait le gala des Appels d'or, qui existe toujours d'ailleurs. Fait que ça m'a permis, même, je peux me vanter, c'était pas un gros gala, mais c'était un petit gala, mais c'était un gala pareil. Fait que je peux dire que j'aurais fait ça. Fait que franchement, à part le quiz, le jeu télévisé, je suis souvent invitée dans les quiz, mais j'en ai jamais animé. Fait que à part ça, j'ai touché à presque tous les genres, presque. Est-ce que tu as parlé d'animation en groupe et tout ça? Tu as l'air de quelqu'un qui se sent bien, justement, entouré, tout ça à l'écran. Est-ce que ça a été, par exemple, après avoir fait les Lions puis tout ça, est-ce que ça a été comment je pourrais dire, un kick à te donner pour dire, OK, là, je m'en vais faire quelque chose tout seul, je vais être seul à l'écran, à l'animation, tout ça. Est-ce que ça a été difficile ou ça se faisait naturellement? Ben non, j'avais hâte. Non, je pense que j'étais mûre à ce moment-là pour ça. C'est sûr que c'est une marche, là, dans un escalier, là, c'est une marche de plus. Mais oui, c'est sûr que j'ai toujours fait mon métier avec un peu de trac quand même. Tu sais, je te dirais pas que j'ai fait mon métier avec légèreté, puis tu sais, relax. Là. Je suis pas une fille trop relax. Là. Je suis une fille qui a du fun dans la vie, mais soucieuse, tu sais, qui veut bien faire, puis tout ça. Fait que oui, c'est sûr que je voulais pas me planter, mettons. Ça, c'est sûr qu'il y avait ce souci-là de pas me tromper parce que je savais que c'était une chance qui repasse pas souvent, tu sais, quand on te confie une émission toute seule. Mais tu sais, j'étais toute seule à la barre, mais j'avais quand même des collaborateurs. Tu sais, j'étais toujours bien entourée. Puis à ce moment-là, j'avais peut-être à peu près 10 ans de métier. Tu sais, fait que je pense que c'était juste assez. Tu sais, je suis très contente d'avoir gravi Tantôt, j'ai raconté mes débuts à la fin du monde. Ça a l'air d'être rapide. Ça, c'est vrai que j'ai rapidement tombé dans le bain. Sauf que je suis quand même contente. Comment je te dirais ça? D'avoir fait ça par étapes. Ça a quand même été des étapes parce que j'ai quand même été 5 ans recherchiste, un métier que j'ai adoré, que je sais que je peux refaire n'importe quand. Tu sais, ça, c'est une espèce de sécurité dans ton petit sac à dos, là, dans ta petite besace. Là. Tu sais, tu rentres là-dedans, dans ce métier-là. Tu sais, c'est un métier où on se fait beaucoup dire, là, peu d'élus, beaucoup veulent faire ce métier-là, peu auront la chance de le faire. Tu sais, ce qui est vrai. Donc, c'est une grande chance. Tu ne veux pas te planter, mais j'ai toujours su que les métiers de l'ombre, je les appréciais aussi. Tu sais. Je faisais pas ma job de recherchiste en me disant « Hey, j'ai-tu hâte d'être seule en avant puis d'être devant un Kodak? » Tu sais, c'était pas de même. Ça s'est fait vraiment graduellement, étape par étape. Puis à un moment donné, je me suis sentie prête puis mûre. Tu sais, parce que je te dis ça parce que tu sais, souvent, il y a des jeunes qui nous demandent, tu sais, comment tu as commencé, puis qui nous demandent des conseils, puis tout ça. Puis souvent, je sens qu'ils ont très hâte d'être devant les caméras, puis ils veulent pas commencer par d'autres métiers, peut-être, qui peuvent te permettre de rentrer dans une équipe de production. Puis moi, en tout cas, c'est un truc qui a marché pour moi, puis c'est un truc que je donnerais à tout le monde, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires que tu peux faire pour te rapprocher du contenu, voir les choses aller, comprendre comment ça fonctionne. Puis je pense que c'est vraiment des outils de plus que tu as dans ton... En tout cas, moi, je suis contente de mon bagage d'animatrice. Tu sais, je suis contente d'avoir fait une formation de journaliste aussi avant, qui m'a donné comme une espèce de regard critique aussi. Tu sais, c'est très pratique quand je fais une émission comme Ça vaut le coup. Tu sais, d'avoir un background de journaliste, c'est bien utile. Moi, je dis tout le temps qu'on travaille rigoureusement, mais dans le plaisir. Tu sais, fait que je pense que je suis capable de faire les deux. Fait que moi, c'est... Il y a 1000 parcours hein, pour ça. Ça, c'est le mien. Ouais, puis tu sais, aujourd'hui, n'importe qui peut prendre une caméra puis être sur les médias sociaux, lancer un podcast. Donc, on a tendance à aller très rapidement, peu importe. Tu sais, peu importe qu'est-ce qu'on va faire. On fait des lives super spontanés un peu partout, tout ça. Mais tu as raison, la job, elle ne s'apprend pas devant nécessairement la caméra toujours. Des fois, ça prend en arrière de la caméra, tu sais. Bien, en tout cas, oui, mais c'est vrai, tu as raison. Par exemple, ça a beaucoup changé. Tu sais, le métier a beaucoup changé.
les médias ont beaucoup changé, toute l'arrivée du numérique. Moi, je suis assez vieille là, pour avoir vu tout ça arriver. Je pense que j'ai connu... C'était déjà plus l'âge d'or de la télé. Là, c'était encore des belles années là, quand j'ai commencé en 96, 97. Mais ça avait déjà beaucoup changé. Là. Si tu parles à quelqu'un qui a connu les années 80, mettons 70, c'était complètement autre chose déjà. Mais comparé à aujourd'hui, je vois l'évolution. Ça a quand même... je te donne un exemple tout simple. Par exemple, quand j'ai commencé, quand tu faisais une émission, tu n'en faisais rien qu'une par jour, bien souvent. Il ne serait pas venu à l'idée de faire 2 grands blonds dans une seule journée. Ben aujourd'hui, c'est fréquent. Là, presque toutes les émissions, tous les talk shows, tu en fais minimum 2 par jour. C'est bien, bien rare. Là. C'est rendu un gros luxe de faire juste une émission. C'est super rare. Ça arrive juste pour des affaires comme Zénith ou en direct de l'univers. Tu fais une émission et tu n'en fais pas 2 parce que c'est en direct puis c'est musical. Bon, toutes sortes de raisons, mais on s'est mis à comprimer. Puis il y a aussi l'autre chose, par contre, on produit beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'émissions qui se tournent, beaucoup plus de chaînes, toutes les chaînes, plus les médias sociaux maintenant. Fait qu'il y a plus d'opportunités, je pense. Mm-hmm. Là, je peux pas te recevoir sans parler de ton parcours à la radio parce que, bon, tu as fait de la radio avec quelqu'un d'un peu connu, là, Véronique Cloutier. Comment c'est arrivé, ça, cette opportunité-là de faire de la radio avec Véro? Premièrement, à Rythme FM, puis après ça, là, à Rouge. Oui. C'est arrivé comment, cette opportunité-là, pour toi? Ben, écoute, ça a commencé par une amitié avant de commencer par une collaboration radio. Puis je pense que c'est pour ça que peut-être on forme une si bonne équipe, tu sais. En fait, pour te dire, je vais te le compter du début, là, quand j'étais à l'université, ma première rencontre avec Véro, puis je ne l'ai pas raconté souvent, là, elle s'en rappelle vaguement, mais pour moi, c'était marquant, évidemment, parce que Véro était déjà VJ à Musique Plus. On a 2-3 ans de différence, Véro et moi. Fait que, moi, j'étais étudiante à l'université, elle était déjà VJ à Musique Plus, et le journal étudiant où je travaillais était physiquement, les bureaux du journal, c'était au-dessus de Musique Plus à l'époque. Et nous autres, pour se financer, on vendait des beignes, du café, puis toutes sortes d'affaires. Fait que les VJ venaient souvent, s'acheter des trucs à manger, une collation, tout ça. Et à un moment donné, j'ai l'idée de faire un dossier dans le journal étudiant sur les journaux à potins, puis comment ça fonctionne, puis tout ça. Et on a l'idée en équipe de faire notre cover ce mois-là avec Véro, tu sais. Mais Véro qui se fait prendre par des faux paparazzi, mettons, tu sais, des fausses... Parce que Véro était déjà très connu, puis déjà, tu sais, beaucoup sur les magazines de ce type-là, tu sais. Fait qu'on y avait organisé une espèce de... Elle était déjà très game et très... avec beaucoup d'humour puis d'autodérision. Tout ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui, elle l'avait déjà. À ce moment-là, on y avait organisé un shooting photo avec le bonhomme carnaval, ben, quelqu'un déguisé en bonhomme carnaval, là, pas le vrai. Là. Puis comme si c'était son nouveau chum, puis qui se faisait pogner, Saint-Tropez, genre. Fait que ça, c'est moi qui étais allée lui demander, puis c'était ma première vraie rencontre avec elle. Mais ça, c'est pas le début de notre amitié. Notre amitié a commencé un petit peu plus tard, au Grand Blond, justement. Elle me voyait faire des chroniques comme téléspectatrice, là. Elle me voyait de temps en temps au Club La Brèche. Et moi, j'étais recherchiste aussi à l'émission, puis je l'avais bookée pour Marc, elle avait fait quelque chose avec elle là, dans un restaurant de sushi, je me rappelle, puis j'étais allée sur place au resto de sushi. Et là, on avait comme échangé, puis on avait cliqué, 2 filles du même âge, tout ça. Elle trouvait que j'avais des beaux cheveux. En fait, toute cette amitié naît du fait qu'à l'époque, elle trouvait que j'avais des bien beaux cheveux. Fait que je remercie mon coiffeur de l'époque. Et puis, je me rappelle qu'à la fin de ce dîner-là, au restaurant de sushi, on avait des napkins, puis on s'était échangé nos numéros. Tu sais, elle m'avait donné son numéro de cellulaire, puis elle m'avait dit « Appelle-moi, on va aller dîner. » tu sais. Dans ce temps-là, elle animait La Fureur. Fait que je l'ai faite. C'était comme une date, là. C'était comme, on est allé dîner pour voir si on pouvait devenir amis, puis on a cliqué tout de suite. Fait que tu vois, ça, c'était en 2001 à peu près. Fait qu'on est devenus amis à ce moment-là, puis on a commencé à faire de la radio ensemble 3 ans plus tard, en 2004, à Rythme FM le midi. Fait qu'il s'est passé 3 ans là, où puis c'était une période bien fun dans nos vies personnelles aussi, parce que Véro commençait avec Louis. Moi, j'étais célibataire encore à cette époque-là. Donc, j'avais beaucoup de temps libre, puis elle n'avait pas encore un empire, tu comprends? Puis elle n'avait pas encore 3 enfants. Fait que, on avait le temps de se voisiner beaucoup, puis de se voir beaucoup. Puis, chez elle, c'était vraiment... Véro, c'est les portes toutes grandes ouvertes, les bras grands ouverts, la générosité sur 2 pattes, fait que
c'était le quartier général là, des amis, des éplorés, là, quand on avait de la peine, puis quand on voulait avoir du fun, il n'y avait rien qu'une place à aller, c'était chez Véro, tu sais. Fait qu'en fait, la première émission de radio qu'on a faite ensemble, les Midis de Véro, qui a été un gros succès, là, qui a duré longtemps, bien longtemps après que je sois partie faire la fosse aux lionnes, on l'a à peu près élaboré autour de sa piscine, là, tu sais. Rythme FM avait approché Véro pour faire de la radio. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis elle a proposé de faire un duo, tant qu'à faire un duo avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, aussi bien prendre une amie et tout ça. Puis la complicité est déjà établie, puis c'est vrai que ça facilite les choses. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Là, moi, j'ai fait 2 ans. Après ça, j'ai eu la fosse aux lionnes. Fait que là, les 2 quotidiennes, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, on s'est séparés quelques années. Mais on s'est retrouvés après ça à Rythme FM pour le retour à la maison pendant quelques années, 3 ans, je pense. Et puis après ça, ben, je l'ai suivi à Rouge FM. Ça fait déjà 4-5 ans de ça. Fait que oui, c'est une longue collaboration. Puis une complicité comme ça, c'est bien précieux. Tu sais. Puis, tu sais, Les Fantastiques, c'est un franc succès. Je veux dire, tout le monde connaît Véro et Les Fantastiques. Est-ce que tu aimerais ça réanimer, tu sais, pas réanimer, quel mauvais choix de verbe, animer à nouveau en duo, par exemple, avec Véro ou avec quelqu'un d'autre? Ah, ben oui, c'est sûr, n'importe quand. Chaque fois, si j'avais l'occasion. Là, ce qu'on fait, c'est que je la remplace. Quand elle prend... tu sais, de temps en temps, une journée, mettons, vers l'Action de grâce ou le retour après les fêtes, la semaine de janvier. Bon, fait que je la remplace. Elle, on l'appelle la reine-mère de Rouge. Moi, je suis la princesse de Rouge, mettons, tu sais. Mais, ouais, j'adorerais ça. Toutes les fois que j'ai l'occasion, c'est ça, on avait fait un peu de télé ensemble aussi. On a collaboré un petit peu à la télé aussi. Ça a toujours été du gros bonheur. Fait que j'ai toujours dit... Il y a quelques personnes à qui je ne saurais pas dire non. T'sais, Véro en fait partie, parce que j'ai toujours envie de travailler avec elle. Marc Labrèche, avec qui j'ai travaillé aussi quelques années. Et Stéphane Bureau aussi, avec qui j'ai travaillé. Ça, c'est moins su parce que je n'étais pas devant les caméras, j'étais vraiment derrière. Mais quand j'ai quitté, La fin du monde est à 7 heures, je ne suis pas allée au bout de l'aventure, moi. J'ai quitté après, écoute, le cœur gros. J'avais vraiment beaucoup de chance, beaucoup de belles opportunités. Ça a été un choix déchirant, mais Stéphane Bureau arrivait pour animer le bulletin de nouvelles de 22 heures, qui était à l'époque encore un bulletin très prestigieux. Tu sais, aujourd'hui, ça a beaucoup changé encore une fois, mais on sortait de 27 ans de règne de Bernard de Rome. Tout à coup, Stéphane Bureau arrivait, il avait 35 ans. L'équipe, c'était une équipe de jeunes. Tu sais, on essayait vraiment de réinventer la roue en toute humilité, mais on essayait quelque chose. Puis donc, il y avait un gros vent de changement dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Fait que là, j'avais comme encore un peu mon fantasme inassouvi de journaliste, tu comprends? Fait que j'ai eu envie, tu sais, j'ai eu vent d'une opportunité, j'ai appliqué, j'ai fait une entrevue, j'ai fait toute la démarche, puis on m'a choisi. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'étais déchirée parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais à La fin du monde est à 7 heures. Puis on venait de commencer la 2e saison, mais là, j'ai sauté à pieds joints avec l'autre gang où j'ai été 2 ans. Puis Stéphane, c'est quand même une rencontre déterminante pour moi parce que, un peu comme Marc, là, tu sais, c'est des années fondatrices. Hein, quand tu commences depuis que tu es jeune, tu sais, tu t'abreuves. C'est des modèles, tu sais. Puis j'ai eu des super beaux modèles, des gens aussi qui m'ont appris beaucoup de choses en dehors. Comment je te dirais ça? Tu sais, l'équilibre qu'il faut avoir dans notre métier, ben dans tout, là, pour n'importe qui, tu sais, d'avoir un pas de recul aussi par rapport à notre métier, puis de pas, en tout cas, moi, je crois beaucoup à ça, là, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, puis, tu sais, comme on sait, notre métier est éphémère aussi, puis pour pas avoir des trop gros ups, des trop gros downs quand le téléphone sonne moins, ben, tu sais, c'est important d'avoir une vie en dehors, puis d'avoir autre chose, puis que c'est pas la fin du monde, justement, ce métier-là, là, tu sais, qui nous fait briller, mais qui va s'éteindre. À un moment donné, les projecteurs s'éteignent, puis il faudra gérer l'après, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que Marc et Stéphane avaient une approche un peu similaire, tu sais, avec, par exemple, tu sais, par exemple, Marc, ça avait beaucoup fait jaser à l'époque, n'allait pas dans les galas parce que le dimanche, lui, il voulait être en famille, tu sais, c'était... Ou Stéphane qui prenait des pauses des fois il disparaissait, tu sais, il finissait quelque chose, un contrat avant de commencer autre chose, il pouvait être 1 an, 2 ans en jachère, tu sais. Marc Labrèche a fait ça aussi, Christiane Charette. Peu de gens font ça, tu sais, la plupart enchaînent les projets de peur de se faire oublier, mais ça m'a appris beaucoup de choses, oui.
Tantôt, tu disais, tu pourrais retourner demain matin, être recherchiste parce que tu as trippé à faire ça, puis ça demeure que des skills ou des habiletés que tu as à faire tout ça. Est-ce que tu retournerais, par exemple, dans un rôle de journaliste? Là, on te demande, bon, pourrais-tu couvrir telle chose pour un bulletin de nouvelles, peu importe. Est-ce que tu aimerais refaire ça? Est-ce que tu as encore cette soif-là Non. là, de. Non? Non, ça, je suis allée au bout de ça, par exemple, 2 fois OK. plutôt qu'une, parce que la première fois, c'était avec Stéphane au téléjournal, comme je te racontais il y a quelques secondes. Puis après ça, on dirait que j'en ai pas eu assez. Là, j'ai fait ça 2 ans. Je suis allée au Grand Blond. Et après ça, là, j'ai eu une autre opportunité. Après les copines d'abord, là, j'avais comme rien devant moi. Puis là, il y avait autre chose qui s'ouvrait dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Je suis retournée. Mais ça a duré, écoute, j'ai pas aimé mon retour, ça s'est pas bien passé. Là, je suis allée au bout de ça. OK. Puis là, je me suis dit, ah non, là, tu sais, là, refais plus cette erreur, tu sais. Là, tu sais, là, que là, t'es du côté des variétés, des magazines. Tu sais, je pourrais faire, par exemple, un magazine d'affaires publiques. Ça me tenterait, tu sais. Ça pourrait me tenter. Tu sais, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, je nomme des. Parce que je suis une fervente téléspectatrice de la Semaine verte, là, mettons. Là, depuis que je suis enfant, chez nous, on écoutait la Semaine verte. Tu sais. Ce Chez genre nous d'émission. aussi, Ouais, on relate. Là, ouais. ah, tu vois, vive la Semaine verte. Fait que c'est le genre d'émission, oui, que je pourrais animer, là, ça, oui, ça m'intéresserait. Mais faire du terrain, tu sais, ça, j'en ai beaucoup fait, là, de toutes sortes de manières. Ça, j'ai comme plus le goût de ça. Ben. Non, mais je serais capable probablement, tu sais, mais non, j'ai plus le goût. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit non, qu'est-ce que j'ai le goût, là? Dans le fond, c'est d'avoir du fun avec du monde que j'aime. Tu sais, plus ça va, plus c'est ça. J'ai eu beaucoup de chance. Tu sais, la chance que j'ai eue en début de carrière de travailler sur des projets un peu cultes, là, mythiques, tu sais, avec du monde super intéressant, c'était une immense chance, un immense privilège. Mais ça a fait aussi en sorte que c'est un high épouvantable, tu sais, qui est dur à retrouver après. Ouais. C'est pas tous les projets qui sont des fins du monde puis des grands blonds, tu comprends? Non, C'est c'est ça. pas tout le temps ça, là. Fait que là, moi, j'ai commencé à broye, mettons, là, tu sais. Fait que là, après ça, tu sais, fait qu'après, tu fais d'autres projets, t'as autant de fun, tu rencontres du nouveau monde, c'est super, là. Puis là, j'ai nommé 3 personnes, là, mais il y en a plein d'autres avec qui je retravaillerais, là. Puis c'est de plus en plus ça, d'ailleurs, là. À un moment donné, tu vieillis, puis t'as le goût de retravailler avec le même monde, mais de temps en temps, tu rencontres une nouvelle personne, t'as un nouveau coup de cœur. C'est le fun aussi. Ce métier-là nous permet ça. Puis pour moi, c'est ça la magie. Puis le plus beau de ce métier-là, c'est les rencontres. Tu sais, tout ce que ça nous permet de faire, puis de tous les gens, toutes les expériences que ça nous permet de vivre, tu sais, très variées, là. Mais non, quand je repense au terrain, puis à retourner en VL, en vidéo légère, sur le terrain, avec un caméraman, oh non, 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 non. Ma tante a plus le goût de ça. Non, c'est ça. Est-ce que des fois, tu vois des plus jeunes comme ça qui arrivent dans le métier, puis tu te reconnais beaucoup en eux, là, à vouloir, Ouais. à vouloir vraiment, puis à démontrer tout ce vouloir-là? Ouais, je trouve ça beau. Je les trouve beaux d'arriver, tu sais, le couteau d'un dent, puis tout ça, tu sais, puis qui est prêt à défoncer des portes, je trouve ça super, tu sais. Puis c'est drôle parce que récemment, je me passais la réflexion, moi, pendant longtemps, j'ai commencé très jeune, tu sais, j'ai commencé à la fin du monde, je venais juste d'avoir 20 ans, tu sais, fait que j'étais très, très jeune. Fait que longtemps, ça a été une joke, tu sais, ben, je veux dire, j'étais la plus jeune dans toutes les équipes où je passais, ça a duré presque 10 ans, là, tu sais, presque jusqu'à 30 ans, j'étais à peu près la plus jeune, à peu près partout, là, où je travaillais. Puis là, ben là, j'approche 46 ans, puis là, je suis plus la plus jeune pantoute, là, il y a plein de plus jeunes que moi, tu sais, fait que c'est intéressant de voir ce transfert de connaissances, cette passation aussi du bâton un peu, là, tu sais, ouais, c'est le fun. Puis à l'inverse, excuse-moi, je ne vais pas te couper. À Non, non, l'inverse, vas-y. est-ce que là, tu es dans une situation, des fois, où tu te dis, OK, là, je comprends qu'est-ce qu'on me disait, tu sais, quand j'étais plus jeune, justement? Ouais, ben oui, souvent, puis non, là, je suis plus dans une position, tu sais, de vétéran. C'est ça qui est. Tu sais, longtemps, j'ai été la recrue, puis là, le vétéran. Puis c'est vrai que c'est complètement autre chose. Des fois, en joke, je dis l'animatrice mature, tu sais, Ah, ah ouais. qui est arrivée avec pas mal. Ça veut pas dire qu'on n'évolue plus, mais tu sais, t'as pas mal tous les outils dans ton sac. Après ça, c'est à toi de les utiliser puis de faire les bons choix, tout ça. Mais non, mais je suis vraiment, tu sais, je suis dans une position privilégiée parce que j'ai jamais manqué de travail. Ça, c'est très rare. Puis
bien fière de ça. Puis les fois où j'ai pris des pauses, c'était des pauses volontaires. J'ai pu me permettre souvent de prendre, par exemple, des étés complets de congé. Fait que ça, c'est des gros privilèges. Quand je faisais des quotidiennes, puis que je travaillais toute l'année, je me permettais de prendre l'été de congé. Mais c'était des risques que je prenais, parce que comme je disais tantôt, ça, c'était des exemples de pas de recul. Je me faisais proposer de travailler l'été, mais c'est un choix conscient de dire non, je sens que j'ai besoin de recharger mes batteries. J'ai compris ça, mais ça, c'est moi qui travaille de même. Surtout pour la radio, je trouve. Je trouve des fois, il faut se reposer un peu, puis reculer un peu pour avoir quelque chose à raconter au monde quand tu reviens en ondes, parce que si tu fais rien, quand les périodes où je ne faisais que travailler, là, je pense entre autres à l'année 2015, qui était assez folle, 2015-2016, écoute, c'est ennuyant de raconter aux gens qui t'écoutent. T'as rien à raconter quand tu fais rien que travailler, puis aller d'une job à une autre, puis t'as 3-4 jobs, tu sais. Là, tu vis plus rien dans le quotidien. Puis je trouve que ça nous déconnecte un petit peu du vrai monde puis de la vraie vie, tu sais. Ah, puis tu as entièrement raison, parce que dans le domaine de l'humour, c'est un peu comme ça aussi. Tu sais, souvent, les humoristes qui roulent d'un one-man show à l'autre, ils vont prendre 1 an, 2 ans parce qu'ils veulent qu'il leur arrive des choses, tu sais, puis des anecdotes à compter. Donc, I guess que c'est un peu le même principe, là. Oui, ben c'est ça, c'est exactement ça. Puis oui, surtout quand tu fais une cote, tu sais, au Fantastique, c'est pas la même chose parce comme Fantastique, je suis là, mettons, 1 fois par semaine, tu sais. Fait qu'en une semaine, c'est sûr que ma besace d'anecdotes, elle se remplit, là. Mais quand tu fais une quotidienne, puis tu sais, quand on faisait les midis de Véro, on se racontait beaucoup aussi, puis on parlait avec les auditeurs, tu sais, c'était une ligne ouverte aussi. Bon, fait que je pense que l'expérience, tout ce que tu vis en dehors, c'est important quand tu écoutes les auditeurs. Tu sais, ça, j'aimais ça beaucoup aussi, le contact direct. C'est ça qui est la radio. Moi, tu sais, j'ai fait plus de télé, mais dans les faits, si j'avais à choisir un des deux, mettons, tu me dis, là, tu es obligé de choisir, là, puis il y en a un des deux que tu laisses tomber, je choisirais la radio. Parce que, à cause de la spontanéité, à cause de la possibilité de se revirer sur un dizaine, vous pouvez faire ça dans vos podcasts aussi, tu sais. À la télé, c'est pas mal plus compliqué, puis ça m'a toujours un peu agacé. Ça, c'est un côté de la télé. Le côté, il faut parler à toute l'équipe, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que tout le monde soit averti. C'est comme ça, là, t'as pas le choix, c'est juste parce que la technique est plus lourde, puis tu peux pas, bon. Mais ça m'a toujours agacé parce que je suis une fille un peu impatiente, puis qui aime ça travailler rapidement, puis tout ça. Fait que, tu sais, la télé vient avec une certaine lourdeur. Puis la radio, c'est le contraire, c'est léger, c'est spontané, tu peux vraiment décider tout à coup, il y a un auditeur qui réagit, ça change le cours de l'émission, ça change la structure, tu décides tu sais, il peut y avoir des émotions inattendues. Je trouve que ça, c'est vraiment le fun. Puis plus je vieillis, plus j'apprécie ça. Mais j'ai toujours aimé la radio, même comme auditrice. Avant, j'étais vraiment une maniaque, là. Je faisais partie de ces jeunes qui, tu sais, j'enregistrais le 6 à 6 de Denis Fortin là, sur mes puis des fois même, je l'appelais là, en ondes. Tu sais, puis j'ai encore un... Hey, ça, c'est niaiseux. Ça fait 26 ans que je fais ce métier. Écoute bien ça, Simon. J'ai encore un kick quand un animateur me salue en ondes, mettons. Ah ouais. Mettons, je suis sur la route, tu sais, mon chum conduit, moi j'ai mon cellulaire dans les mains, puis là, j'écoute rouge, tu sais, comme à Noël, mettons, là. Bon, ben là, notre Jeffy, là, il faisait toute la nuit de Noël tout seul. Ben moi, je le texte. Ça a été bon, je t'écoute, je suis sur la route. Lâche pas, on est avec toi, il fait pas beau sur la route à telle place. Puis là, il me salue en ondes, là, j'ai encore un petit kick. Tu sais, je trouve ça encore comme magique, cette relation. Avant, on faisait ça au téléphone, maintenant, on fait ça par texto. Là, ça c'est une autre affaire qui a beaucoup changé. Quand j'ai commencé à la radio, les téléphones, c'était encore super important. Puis maintenant, le téléphone ne sonne plus à la radio. Les gens nous réagissent beaucoup, mais réagissent par texto. Fait que c'est une autre dynamique. Des fois même, j'aime répondre. Des fois, je leur réponds après. Tu sais, on a accès au texto, là, puis après l'émission, je prends le temps de répondre. Quand ça s'adresse à moi, là, puis que ça me concerne, je prends le temps de répondre. J'ai toujours aimé ça. Le contact direct, tu l'as vraiment plus à la radio. Ouais, c'est spontané, c'est direct, tout ça, ouais, effectivement. Qu'est-ce que...
J'ai cherché, puis là, j'ai pas vu de statut officiel de tes présences avec Ricardo. Mais moi, ça m'a marqué. J'ai toujours vu votre complicité avec toi et Ricardo quand tu allais cuisiner avec lui. C'est quoi la relation que tu as avec Ricardo? Parce que moi, je vois une complicité. Moi, je vois vraiment une possibilité d'émission. Je te le dis, là. Ben merci. On dit des fois, tu me rappelles plein de beaux souvenirs parce que Ricardo, on se dit des fois en joke, un jour on fera comme un Regis and Kelly, là, un show du matin assis sur 2 tabourets, juste à jaser. Ça serait ça notre retraite, là, notre show de retraite. Non, Ricardo, l'histoire de ça vient de mon mari, en fait. L'été où j'ai rencontré mon chum, c'est l'été 2004. On travaillait ensemble sur un talk show d'été qui a duré juste un été, qui s'appelait Une émission couleur de Radio-Canada, où je faisais des entrevues. Laurent Paquin animait. Ben ouais, je me souviens, ouais. Puis, t'es bien seul qui se souvient de ça. Ben, c'est à cause du décor, tu sais, c'était Oui, tout plein de couleurs. coloré. Ouais, puis c'était, c'est ça. Ouais, un peu l'équivalent du Palais des Congrès à Montréal, là, avec tout. Oui, c'est exact, ça ressemblait à ça. Ouais, c'est ça. Fait que, j'ai rencontré mon mari cet été-là et lui, il travaillait déjà avec Ricardo. Mon mari travaille avec Ricardo depuis son arrivée à Radio-Canada, donc il y a plus de 20 ans. Et donc, j'ai reçu cet été-là, Ricardo a fait partie de nos invités. Puis là, à cause de mon nouveau chum, puis tout ça, là, on s'est présenté. Puis là, rapidement, on a cliqué, puis il y a une complicité qui s'est établie très vite, un peu comme avec Véro. Je pourrais comparer ça, c'est du même ordre. Puis là, effectivement, dans ce temps-là, Ricardo recevait souvent, il y avait un groupe de collaborateurs. Fait que j'ai commencé à aller à l'émission de temps en temps, puis là, de plus en plus souvent. Puis c'est vrai qu'à une période, j'y allais beaucoup, là. J'allais genre, je sais pas, une fois par mois, j'allais cuisiner avec lui. À une époque aussi, j'écrivais dans le magazine. Tu vois, là, j'ai fini mon petit fantasme d'écriture, de petite journaliste d'écriture, là. C'est là, peut-être, que j'ai pu le plus le réaliser. C'est quand j'écrivais dans le magazine Ricardo. Puis là, plus que j'écrivais dans le magazine, j'allais régulièrement à l'émission de télé. Fait que oui, moi non plus, j'ai jamais compté le nombre de présences télé, mais écoute, je suis allée beaucoup. On a ri beaucoup. Tu sais, Ricardo, c'est un rieur, c'est un blagueur. Moi, je suis bon public. On s'est toujours fait beaucoup rire. Fait que oui, Ricardo, c'est un ami. Tu sais, on fait plus de télé ensemble, puis on n'a pas de projet ensemble. On a fait même un peu de radio ensemble. Mais mon mari travaille toujours avec lui, puis on se parle régulièrement, puis pas rien. Des fois, là, il m'appelle, puis c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup puis que j'admire aussi, tu sais, qui a un parcours que j'admire beaucoup. C'est vraiment une bonne personne. Ben ouais, puis il était aux enfants de la télé la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, puis c'était fabuleux de voir ça, là, à quel point il se doutait pas qu'elle allait être honorée. Je sais pas si tu as vu l'émission. Oui, c'est super. Non, j'étais tellement contente de ça. On a été, mon chum a beaucoup travaillé sur les images d'archives, puis essayer de trouver des petites pépites d'or, parce que c'est sûr que des archives de Ricardo, on en a vu beaucoup. Mais oui, c'était une belle émission avec sa famille en plus. J'étais contente pour lui J'étais contente qu'il y ait cet hommage-là. Écoute, on a commencé le show en parlant de Ça vaut le coup à Télé-Québec les lundis à 19h30. Depuis 2014, une émission qui dure 10 ans à la télé aujourd'hui, c'est plutôt rare. Là. On les a nommés un peu et bizarrement, tu as participé à beaucoup de ceux-là, les émissions qui ont eu de la longévité, tout ça. Ça vaut le coup? Comment ça arrive dans ta vie en 2014, tout ça? Ça l'allie l'animation et un peu le journalisme aussi. Donc là, après t'avoir parlé, je commence à mieux comprendre pourquoi tu tripes à faire ça. Là, mais oui. Écoute, c'est arrivé, en fait, l'émission est arrivée en ondes en 2014, mais évidemment, ça a pris naissance, racine, en 2013. J'ai commencé à avoir en fait, c'est drôle parce que c'est souvent, c'est drôle, hein, comment la vie, des fois, tu sais pas. La productrice qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui travaille ailleurs, mais celle qui a comme fondé, qui a donné naissance à Ça vaut le coup, Nesrine El Ayoubi, je la salue. Nesrine, je l'ai connue, on avait 17 ans, on faisait des parlements jeunesse ensemble. Parce que oui, moi, j'étais nerd au point de faire des simulations parlementaires. J'ai participé à ce genre d'événements où on apprend un peu comment ça fonctionne, la démocratie, puis le Parlement et tout ça. Et Nesrine faisait ça aussi. Fait qu'on s'est connus là. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'elle a pensé à moi pour Ça vaut le coup. Et je connaissais déjà les producteurs chez Fairplay aussi, que j'aimais beaucoup. Donc, c'est des gens à qui j'avais confiance, je me sentais bien. Par contre, si tu m'avais dit à cette époque-là, en 2013, que ça durerait 10 ans, je t'aurais jamais cru. Tu sais, pour moi, je pensais que c'était un projet qui durerait, je sais pas, 3-4 ans. Tu sais, souvent, moi, ça a été des cycles de 3-4 ans, très souvent. Fait que je m'attendais à peu près à ça. Écoute,
finalement, ce sera mon plus long projet. Tu sais, je pense pas que je vais faire autre chose plus longtemps que ça vaut le coup. C'est sûr que si tu mets toutes mes années de radio bout à bout, ça peut finir par faire plus, mais c'est pas la même antenne, c'est pas le même créneau, c'est pas la même case horaire. Bon, c'est la même émission, là. C'est sûr que Télé-Québec, pour ça, c'est merveilleux parce que c'est un diffuseur qui est fidèle, qui est patient, qui a plusieurs... Tu sais, Belle et Bomme a fêté ses 20 ans, fête ses 20 ans là. Curieux Bégin, 15 ans. Tu sais, il y a beaucoup d'émissions qui ont une belle longévité à Télé-Québec. Tu sais, fait que ça, c'est super, c'est rare aussi, comme tu l'as dit. Fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont proposé, ça vaut le coup, mais tu sais quoi, j'ai passé une audition pour l'animer. Puis je pense que tu es le premier à qui je le dis. Je pense que je l'ai jamais dit. On était 4 à passer l'audition, puis ils m'ont choisi. Mais tu sais, on avait comme déjà eu le temps pour parler. Mais il fallait quand même que je fasse la démarche là, officielle, puis je l'ai faite. Même si ça me tentait pas bien. J'étais comme un peu... Ça me tentait pas tellement de faire une audition à ce stade-là. Mais je l'ai faite, puis je l'ai eu, puis je regrette rien. Une chance que je suis allée, une chance que par orgueil, j'ai pas refusé l'audition. Parce que ça me froissait un petit peu. Pour dire la vérité, mais non, je regrette pas parce que j'ai rencontré là une équipe formidable. Il y a des reporters qui sont là depuis le début aussi, là, Benoît Chartier, François Lachapelle, Barbara Judith Caron sont à mes côtés depuis la première émission. Moi, je les ai toutes faites. Là. On a 230 là, de faites. On attend notre réponse sous peu pour la 11e saison, mais ça regarde bien. Là. Fait que, c'est ça, pour moi, comme tu l'as dit, ça allie comme un côté sérieux, mais on l'a fait dans le plaisir, l'émission. On l'a fait pas en se prenant au sérieux. C'est ça la différence. Moi, j'aime le ton. J'aime comment l'émission a évolué. C'est sûr que quand je regarde des... Mais là, je ne regarde pas tous les semaines, mais mettons que tu m'as... on a regardé un peu d'archives parce qu'à cause de la 10e, on faisait des petits montages d'archives. Puis j'ai revu des émissions, des extraits, disons, des débuts. L'émission a beaucoup évolué, puis dans le bon sens. Puis je suis contente. On a fait un beau facelift là, au début de la pandémie, là, il y a 3 ans, qui, je pense, a redonné un souffle à l'émission. Puis je pense qu'il nous a donné un élan pour plusieurs autres années. Puis finalement, les sujets se renouvellent tout le temps. Hein. Il y a eu des creux, il y a eu des moments où on s'est dit, après genre 6-7 saisons, on s'est dit, ouais, on a-tu encore du gaz? On a-tu tout fait? On a-tu fait le tour? Mais non, finalement, il arrive comme tout le temps des nouvelles affaires. Et là, après 10 ans, on commence à refaire des sujets du début parce que les choses ont trop changé. Tu sais, par exemple, récemment, on a refait quelque chose sur les téléviseurs parce qu'on l'avait fait au début, mais tu sais, les télé 4K n'existaient pas, etc. Dans la techno, ça évolue très vite, évidemment, fait que beaucoup de sujets techno doivent être revisités. Mais pas que ça, là. Tu sais, finalement, on se rend compte que on manque jamais d'idées. On se réunit, là, de temps en temps, l'équipe. Ce qu'on magasine, nous, ce qui nous préoccupe, nous, parce qu'il y a des gens de tous les âges, tous les horizons dans l'équipe, tu sais, souvent, c'est assez représentatif. On sollicite beaucoup l'auditoire aussi. Les téléspectateurs nous envoient beaucoup de suggestions de reportages, fait que ça finit par nous nourrir. Puis non, on a encore du gaz, on a encore le goût. En tout cas, moi, j'aime ça plus que jamais. Puis je trouve que l'émission, j'en suis fière à son maximum. Maintenant, là, tu sais, je trouve qu'elle est à son meilleur. On a fait vraiment une super 10e saison, là, il reste encore 6-7 semaines. Puis, mais je dis on a fait parce que nous autres, on a fini d'enregistrer. Là. Mais ouais, c'est une grande fierté pour moi, cette longévité-là, parce que j'avais fait des courts projets précédemment. Fait que là, j'avais enfin la longévité, une certaine, comment je dirais ça, une reconnaissance aussi. Tu sais, je sens que c'est une émission qui est respectée. Tu sais, pour les magazines de Télé-Québec, l'émission est très regardée. Tu sais, quand tu compares avec d'autres magazines. Fait que ça, je suis bien fière de ça. Parce que quand l'émission est arrivée en ondes, puis en fait, avant qu'elle arrive en ondes, puis quand elle a été annoncée, la question qu'on me demandait le plus, c'est mais pourquoi on a besoin d'une émission comme ça? On a Internet maintenant, tu sais. En voulant dire, quand j'ai besoin d'une poussette pour mon bébé, ben je vais chercher sur Internet la meilleure poussette, puis je vais la trouver, puis j'ai pas besoin de ton émission, tu sais. Et moi, je répondais toujours à ça, puis ma réponse aujourd'hui est la même, mais je pense que là, on a gagné notre pari, puis je me la fais plus jamais poser, cette question-là. C'est que, oui, mais on va te sauver 12 heures de recherche sur Internet, là, parce que sur Internet, tu finis par te perdre beaucoup. Puis là, il y a Karine qui dit qu'elle l'aime, mais Josée, elle l'a haï, puis 4 étoiles, puis 2 étoiles, puis pourquoi, puis c'est qui ce monde-là? Puis, tu sais, les sources fiables, nous autres, on essaye de... je sais pas, de vous faire gagner du temps puis de rentrer ça dans l'entonnoir. Puis, tu sais, nos reportages restent disponibles en ligne pendant 5 ans, tu sais, sur Internet. Fait que les gens peuvent
ça devient comme une grande encyclopédie de la consommation qu'on est en train de bâtir, bien humblement, c'est ça pareil. Fait que c'est ça. Fait que moi, je me dis, si Protégez-vous existe, ben ça vaut le coup à sa place à la télé. C'est juste un médium différent, mais c'est essentiellement le même travail. Puis là, je veux pas te mettre dans un coin tout ça, là, puisque je t'ai pas posé cette question-là avant qu'on se rencontre, mais y a-t-il un reportage que toi, t'as fait comme consommatrice, puis t'as fait comme, ben voyons donc, tu sais, y en a-tu un marquant plus que d'autres? Tu veux dire que quand je l'ai visionné, qui m'a vraiment surpris puis choqué, là, mettons? Ouais, exact. Ouais. Oui, plusieurs, là, mais le meilleur exemple, je pense, c'est ce qu'on appelle la taxe rose. Je sais pas si tu sais à quoi je fais référence. La taxe rose, c'est un nom qui a été donné à ce phénomène où, par exemple, tu vas à la pharmacie, mais ça existe dans plein d'autres magasins. Tu vas à la pharmacie, tu regardes les rasoirs. Toi, tu vas te raser la barbe, moi, je vais me raser les jambes, avec à peu près le même rasoir. Tu sais, c'est à peu près la même affaire. Celui pour les femmes va être plus cher. Ça a été documenté, prouvé. C'est un phénomène qui est connu. Ce phénomène-là, on l'appelle la taxe rose. Tu vas l'observer dans les crèmes pour le visage. À peu près la même crème équivalente, la même compagnie fait une crème destinée aux hommes avec un emballage plus masculin, tout ça. Une crème destinée aux femmes avec un emballage plus féminin. Ben, pas le même prix. Pourtant, c'est le même poids, c'est la même quantité. C'est à peu près peut-être la même crème. Tu sais, fait que il y a comme une inéquité. Ça, c'est un reportage qu'on a fait peut-être il y a 5-6 ans et qui m'a beaucoup marqué parce que j'avais jamais entendu parler de ce phénomène-là. Je l'avais jamais réalisé, évidemment. Je me doutais que comme femme, on avait des dépenses que les gars n'ont pas, là. Mais là, on parle pas de ça. On parle vraiment de produits équivalents. Tu sais, une chemise blanche, c'est une chemise blanche, hein. Comment ça se fait que la chemise blanche pour femme est plus chère que la chemise blanche pour homme, tu sais? Fait que oui, j'ai appris plein d'affaires au fil des 10 ans. C'est ça ça te nourrit tout le temps, une émission comme ça vaut le coup, c'est bien. Puis aussi, je me rappelle qu'au tout début, tu vois, on en parle plus aujourd'hui, mais nous autres, il y a 10 ans, on parlait déjà d'un phénomène qui fait enrager bien du monde, l'obsolescence programmée, là. Cette impression que, par exemple, les électroménagers fonctionnent moins longtemps qu'avant. Tu sais, on disait avant, tu gardes un frigidaire toute ta vie. Tu sais, pendant 25 ans, maintenant, les électroménagers, au bout de 10 ans, 10-15 ans, ils commencent à avoir des petits défauts, tout ça, des fois bien avant ça. Fait qu'on a l'impression que tout est bâti, fait exprès un peu pour que ça brise à un moment donné ou pour que la fin de vie que la vie de l'appareil soit plus courte ou qu'il se répare pas parce qu'il n'y a plus de pièces. Tu sais, tous ces phénomènes-là qui sont super en voie. Tu sais, en France, ils sont en train de régler ça, là. Mais il faudrait que tout le monde règle ça. Mais nous autres, on en parlait déjà il y a 10 ans. Puis tu vois, ça aussi, c'est un phénomène que je connaissais. Ben, c'est une impression que j'avais. Mais que ça soit vérifié, documenté, que ça ait un nom, ce phénomène d'obsolescence programmée, je trouvais ça super intéressant. Écoute, ils avaient arrêté de faire des Toyota Tercel dans le temps parce qu'ils brisaient jamais. C'était les autos les plus fiables. Puis Toyota avait décidé de faire des Eco à la place, qui étaient devenus des autos un petit peu moins fiables, puis tout ça. Puis donc, c'est l'exemple qui me vient en tête. Mais ouais, c'est le fun. C'est sûr que si ça brise jamais, tu n'iras pas t'en acheter un autre. Fait que t'en revendras pas d'autres, c'est ça. Malheureusement, la société de consommation est bâtie là-dessus, puis là, c'est en train d'être un méchant problème au niveau environnemental, entre autres, parce que là, on fait quoi de tous ces objets qui sont plus réparables, c'est triste pas mal, là, tu sais. Fait que je pense, faudrait se dépêcher à régler ça. Là. Nous autres, on en parle à ça vaut le coup depuis 10 ans, mais faudrait y arriver, là. Tu l'as dit tantôt, les épisodes sont disponibles sur le site de Télé-Québec. Donc, c'est intéressant parce que c'est une émission qui est présentée, oui, le lundi à 19h30. Ensuite, il y a des rediffusions, mais ça reste sur le site Internet, tout ça. Donc, les gens peuvent aller consulter, aller revoir ces émissions-là. Donc, pour une émission avec une aussi bonne tâche d'éducation, je pense que c'est quand même bien là, que ce soit disponible. Où est-ce qu'on peut trouver sur Télé-Québec les émissions? Ça doit être assez simple. Oui, sur téléquébec.tv, vous cherchez avec le titre de l'émission avec Ça vaut le coup. Puis pour des raisons de droit, je pense qu'on garde les 5 dernières années. Puis de toute façon, je pense que passer 5 ans, ça serait peut-être plus pertinent, ça serait peut-être obsolète, justement. Tu vois, même notre émission est dans l'obsolescence programmée. Après 5 ans, elle est plus bonne. J'aime ça. Ceux qui cherchent, je faisais semblant que je savais pas c'était où, mais vous avez juste à chercher le beau veston fuchsia de Marie-Soleil, de toute façon. Ça va flasher sur l'écran. Oui, c'est ma photo fuchsia cette année. Oui, c'était le fuchsia cette année. Fait que oui, c'est dur à manquer, mettons.
Ah, c'est super beau. Écoute, Marie-Soleil, merci. C'est une super discussion qu'on a eue aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, à part ça? C'est sûr, ça vaut le coup, la saison n'est pas terminée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, des projets là, qu'on peut te suivre Non, un petit peu j'ai sur les pas. réseaux sociaux? Là, je suis vraiment dans une passe de continuité. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des projets qui durent, on vient de le dire. Je continue avec les Fantastiques, je continue, ça vaut le coup. Tu sais, je suis ravie de remplacer Véro, d'avoir la chance de prendre son micro fantastique une fois de temps en temps. Ça, c'est bien le fun. C'était ma petite nouveauté cette année, là, tu sais. Dans les derniers mois, ça a été ça qui s'est ajouté. Mais sinon, ben, il y a toujours des petites. Tu sais, moi, j'ai la chance aussi. Une autre chance que j'ai, c'est d'être invitée beaucoup, tu sais, dans les jeux. Puis moi, je suis une joueuse. Fait que je vais dans les jeux. Puis je vais. Tu es une bonne participante. Tu es une très Ouais. bonne participante. Ben, je pense surtout que j'aime jouer, puis je suis pas mauvaise perdante, puis je veux jouer, tu sais que honnêtement, il faudrait pas le dire, mais que je gagne ou que je perde, ça m'importe peu, tu sais, c'est le plaisir de l'action, puis ça c'est vraiment fait que c'est des trucs comme ça qui m'occupent, puis oui, cette année je prends encore le grand privilège j'ai encore le grand privilège de prendre l'été de congé là, c'est un beau luxe, puis c'est ça qui m'attend. Ben, super. Ben, écoute, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Ça va être diffusé sur YouTube, sur Facebook, un petit peu partout. Puis, ben, la meilleure des chances. Puis, on dit à tout le monde d'écouter Ça vaut le coup à 19h30 et lundi sur Télé-Québec et Les Fantastiques sur Rouge à tous les jours. Puis les remplacements que tu fais de Véro. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Ça a été une super rencontre. Fin, Simon. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir de jaser. Merci. Salut. Salut.